on attaque directement le dossier de la semaine avec du coup Demon Slayer, le film qui vient de sortir ce mercredi dans la France entière. J'ai envie de vous dire, il était temps. On l'a attendu ce film, on l'a attendu, on l'a mérité. Et d'abord, avant d'arriver au film, j'aimerais qu'on parle un peu du phénomène Demon Slayer. Le manga Demon Slayer a commencé par son autrice, Gotoge, qui a braqué l'industrie en l'espace de très peu de temps. On va peut-être d'abord commencer à parler un petit peu, à présenter un peu Demon Slayer. Ça parle de quoi un peu Demon Slayer Kai, est-ce que tu peux nous raconter peut-être un petit peu le pitch, on va dire, de départ du Est-ce manga? que j'ai besoin vraiment de faire Bien de évidemment, résumer mais... l'offense à ceux qui nous regardent, d'expliquer de quoi parle l'histoire Insulte-les, de fais Demon le Slayer. synopsis, insulte-les. Donc je vais vous insulter. L'histoire de Demon Slayer se situe tout simplement dans l'ère Taisho. On suit tout simplement Tanjiro, qui est le fils aîné d'une famille très pauvre et dont il est marchand de charbon qui à la relève de son père qui est décédé plusieurs années plus tôt, avant l'histoire. Donc pour subvenir à celle-ci, il va tout simplement quitter sa famille pour aller descendre en ville. Et à son retour, il verra sa famille tout simplement décapitée, enfin tout simplement massacrée par des démons. Et sauf sa fille, sa Ta sœur, sœur. sa petite sœur qui a réussi à survivre et qui malheureusement s'est transformée en démon, mais est capable de se retenir et de contenir ses pulsions des démons. Donc il va parcourir tout simplement le monde à la recherche tout simplement du démon originel, Kibutsuji Muzan, et trouver un moyen de ramener sa sœur à son état normal. J'ai bien fait de Voilà. lancer Kai dessus. Je pense que personne n'aurait pu mieux pitcher le début de Demon Slayer. Tu l'as bien raconté. Et voilà, donc c'est un peu le postulat de départ de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba au Japon. Est-ce que il y a eu un succès direct pour Demon Slayer ou est-ce qu'il a fallu attendre l'animé avant de vraiment... Bah, pas du tout en fait, hein. Enfin, encore dans le Shonen Jump à l'époque, on était encore hésitant sur comment ça se passait dans le magazine, parce que ça n'a pas fait unanimité dès le début, mais ça a finalement eu droit à sa place, mais surtout en France, où justement personne n'aurait cru qu'aujourd'hui ça serait un tel phénomène, parce que ouais, les rôdeurs de la nuit, pour ceux qui se souviennent, Les voilà, rôdeurs de la nuit. par Panini, qui avait fait des ventes désastreuses. Enfin, c'était vraiment pas fou. Il y avait même littéralement un hashtag, pour ceux qui s'en souviennent, sur Ouais. Twitter, qui sauvait les rôdeurs de la nuit. C'était Mhm. le titre qu'avait choisi Panini à l'époque pour Kimetsu no Yaiba, qui par la suite, en 2019, sera changé avec l'adaptation animée En pour plus, Demon Slayer. en plus, je les ai pas eu à l'époque, mais il paraît que les éditions étaient dégueulasses en soi. En plus, Oui, c'est peut-être ça le problème. En plus, la traduction n'était pas forcément très bonne, si tu veux. Et je crois que même ça a été arrêté en cours de route, Alors, suite au Au non-succès. tome 3, Ouais. tome 3, Tome C'est ça, 3, hein. je crois. Ouais, on est d'accord. oui, Hein. quoique aussi, j'en ai entendu parler. d'où le sauver les rôdeurs de la nuit parce qu'il n'y avait pas de suite, hein. Finalement tu pouvais pas lire la suite Ouais. le truc. Ce qui Oh, était c'est quand même fou, horrible. hein. C'est quand même fou je trouve en France entre guillemets récemment. J'ai pas d'exemple comme ça ou de série qui se termine aussi tôt, aussi vite, tu vois, qui vient d'être lancée, tu vois, c'est vraiment un Ah, cas. bah, on a eu l'exemple récemment avec un manga chez Kiyun, malheureusement, mais après, c'est pas pour les mêmes raisons, quoi. Donc, Oui, non, ça c'est oui, d'accord. Bon, d'accord, ça c'est encore autre chose, mais Ah non, mais si tu veux, du coup, tu vois, t'as aussi ce truc-là où t'as que 2 tomes, tu vois, par exemple. oui, C'est non, ça pour juste pour donner un exemple. on parle d'Actage, hein, bien sûr, pour ceux qui se demandent dans le chat. Oui, mais Actage, c'est un cas encore un peu. On a eu Mais un voilà, maid, c'est un on a cas eu un encore maid- autre chose, oui, non, bien sûr. on a eu un maître de Kiyun la semaine dernière, la rediffusion est disponible sur YouTube, je vous laisserai checker ça. À un moment, on parle justement de Octage et ce qui s'est passé. Ça, c'est vraiment un cas spécial, mais pour le coup, c'est vrai qu'un titre aussi, quand on connaît maintenant le destin finalement de Demon Slayer par la Oui, suite, tu vois, ça. c'est quand même plutôt cocasse de se dire que ça a été lui qui avait été arrêté à l'époque par Panini. Et en parallèle, au Japon, ça a marché quand même plutôt bien avant l'animé. C'était peut-être pas non plus encore le succès que ça c'est aujourd'hui en termes de. Avant l'animé, c'était 7,5 millions d'exemplaires. Ce qui est quand Et même pas mal. Ce qui est c'était loin Déjà d'être dégueu, beaucoup. hein, quand même. Hein. Ce qui est quand même pas mal. je C'est crois, un top 5 Toporicon annuel. ouais, Hein. c'était pour, je crois qu'il y avait à ce moment-là 14, 15 tomes, un truc comme ça.
Donc Franchement, en vrai, c'est plutôt pas mal en vrai. solide en vrai. Hein. Ouais. Totalement solide. Et surtout, qui derrière a été encore plus appuyé par l'animé, la saison 1 d'animé que vous avez tous vu, je suppose, ici, qui a fait littéralement exploser le manga. Ça, c'est le cas de le dire. À travers le je pense. monde. À travers le monde. Surtout. À travers le monde. Et au Japon également. J'ai eu la chance personnellement de voir les 5 premiers épisodes à l'époque au Grand Rex en avant-première. C'était à l'époque, je comprenais pas encore à ce moment-là que j'allais peut-être voir le plus gros succès de ces dernières années niveau manga et animé. Je m'y attendais absolument pas à l'époque et c'est vrai que déjà je parle du manga pour l'instant, pour rester sur le manga rapidement, c'est le trait de l'autrice qui peut-être en France c'est pas est un peu moins facile d'accès peut-être que certaines autres œuvres. Pas pour moi personnellement parce que je suis un lecteur aguerri on va dire de manga et c'est aussi le cas pour tout le monde ici. Donc c'est pas pour nous mais c'est plus je pense en termes de grand public à l'échelle où c'est aujourd'hui. Ouais, bien sûr. C'était moins tape à l'œil. Ouais, et c'est pour ça d'ailleurs parce que j'ai été curieux. Je me suis dit comment ça se fait que ça ne s'est pas vraiment battu finalement pour avoir la licence avant l'animé, etc. Parmi les éditeurs en France. Et ce qui revenait souvent de ce qu'on me disait, c'était que ça tenait pas spécialement confiance, on va dire, en potentiel, on va dire, de vente en France, et ce qui est plutôt cocasse aujourd'hui avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, l'animé, un petit peu, comment vous l'avez... vous avez découvert Demon Slayer par le manga, par l'animé c'était comment vous? Moi, c'était vraiment par le manga aussi, enfin, avec les rôdeurs de la nuit, voilà, tout simplement. Le premier Les tome, ogres. et les ogres, parce que moi, j'ai connu le mot ogre. Donc, Traduction des ogres. moi, j'ai direct accroché, en fait, dès le début. Je sais que ça n'a pas été le cas pour tout le monde, mais moi, ça a direct matché. Donc, je me suis direct attaché au personnage de Tanjiro et tout simplement à sa quête. Et après, bien évidemment, j'ai rattrapé l'apparition hebdomadaire avec et je me suis aussi surtout pointé à l'avant-première de Wakanim, tout simplement au Grand Rex, qui était pour découvrir l'anime, parce que c'était une grosse hype, parce que j'avais vraiment hâte de voir ce que Ufotable allait proposer pour Kimetsu no Yaiba. Donc j'étais très curieux. Et vu que j'avais quasiment aucun contact avec, enfin, j'avais aucun antécédent, aucun passif avec Ufotable, j'avais jamais vu vraiment de série de leur part avant. Et force est de constater que c'était quali de ouf. Je sais pas si tu te souviens, Ilias, mais c'était vraiment. Les 5 premiers épisodes, on était là, on était en mode, va falloir attendre 3 mois pour avoir la suite. Et nous, on l'a vu, on s'est grillé 5 semaines. Voilà. C'est vrai que c'était pas facile, mais c'est vrai que dès le début, j'ai compris que d'accord, ok, j'avoue que l'adaptation va être chambée et ça va redonner peut-être un espoir pour le manga en France en tout cas et faire exploser le manga. D'ailleurs, le manga qui depuis la saison 1, depuis le début de la saison 1, n'a cessé d'avoir des chiffres astronomiques chaque semaine dans le Top Oricon. Si vous suivez le TM Show depuis le début, le Team Manga Show, on a commencé il y a quasiment un an maintenant. Les premiers TM Show, même les 3 quarts des TM Show qu'on a fait, c'est-à-dire chaque semaine, Demon Slayer était premier et il était facile entre 1 et 2 millions, voire plus parfois. Des fois, je crois qu'il a fait un pic à 5 millions une fois, de souvenirs. Non, mais c'est extraordinaire. Hein. C'est en une semaine. Hein. Voilà, pour vous représenter 5 millions en une semaine, normalement, le top Oricon annuel, 5 millions, c'est ce qui vient justement au top 5 aux alentours. C'est insane. Ouais, c'est ce que fait un The Promised Neverland, c'est ce que fait un My Hero, c'est ce que fait un IQ en l'espace d'un an, en fait. Et lui, il l'a fait en un mois. Voilà. Une semaine. Une semaine. Enfin, ouais, une semaine, putain, qu'est-ce que je raconte? Une semaine, c'est ça le Une semaine, oui, non, mais c'est pas un mois, c'est ça le truc. C'est une semaine. Mais moi, je me rappelle le nombre de fois où. Tu sais, c'était devenu un running gag sur Mangasure, tu vois. On était en mode, non, mais attends, frère, on va pas encore parler de Kimetsu cette semaine. Et pourtant, on était obligé parce que t'avais toujours des dingueries à chaque fois, quoi. Donc, mais force est de constater qu'on était face à qu'on est face à un phénomène extraordinaire. On peut dire surcoté ou autre, c'est pas le débat, mais quand il y a un phénomène comme ça, avec une telle puissance et une explosion sur une telle durée, tu peux que dire
GG en fait. Enfin, tu peux pas dire autre chose, tu vois. Tu peux pas juste dire, tu peux pas cracher ta haine. Enfin, s'il y a un succès autant explosif sur autant de temps, bah c'est pas pour rien. Il y a un truc, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Elias, mais Et c'est clairement, enfin pas mérité dans le sens où moi je suis personne pour dire si c'est mérité ou pas, mais c'est clairement une prouesse de la part c'est de une prouesse de ouf. GoToGame d'avoir totalement volé l'industrie, tu vois, en un espace très très court. Alors, rembourser les dettes du Japon, tout simplement. C'est- Non, mais c'est- faut dire les termes au bout d'un moment. Non, mais il est vrai que c'est un taf de dingue qu'elle a fait en très peu de temps, qui a été également poussé par Ifotable derrière avec une adaptation de qualité, bien sûr. ce qui a donné lieu à un cocktail détonnant, si je puis me permettre, pour le tout. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une recette qui commence à se faire à la Demon Slayer, comme on le dit. C'est-à-dire que ça va devenir pour moi un cas d'école, tu vois. C'est un cas d'école dans le sens où, oui, si vous mettez le temps et le budget, enfin, ou en tout cas les talents, en tout cas, réunis sur une adaptation animée, ça peut faire du bien au manga. Ah, mais de toute façon, le pattern se dessine. Animé, film, animé. C'est en train de se faire, hein. Pour Jujutsu, je serais pas étonné qu'à un moment, Tokyo Revengers nous sorte un truc aussi. Enfin, c'est en train de se dessiner, ou en tout cas du côté de la Shueisha, c'est un truc qui commence à être vraiment de plus en plus acté. Donc, c'est vrai que Tokyo Revengers, il y a des arcs incroyables à faire en film. Ah mais oui, non mais de ouf, de ouf. Donc moi je pense que honnêtement, il y a moyen de voir ça se faire répéter plus d'une fois. Ouais. Et je pense que quand on voit le succès qu'a le film, on en parlera dans quelques instants, c'est juste là, mais une ouverture totale pour la Shueisha. La Shueisha, ils sont en train de braquer le game depuis 1 an et demi, quoi. Genre, t'as Demon Slayer et maintenant t'as Jujutsu. Les mecs, ils sont en train de se refaire pour des générations. C'est abusé. Jujutsu Kaisen qui pour moi est vraiment il suit le sillage en fait que Demon Slayer a totalement truc. Donc c'est un truc de fou. Et j'ai une question à vous poser, à vous et dans le chat également. Qu'est-ce que vous pensez du coup de la stratégie, en tout cas le choix de Shueisha et de l'autrice sûrement, hein, mais en tout cas que le Shueisha laisse faire, que GoToGe arrête, on va dire subitement entre guillemets le manga seulement au tome 23, ce qui fait d'elle une série quand même assez longue, hein, bien sûr, mais pas si long que ça par rapport au gros succès qu'on a connu par le passé à la Naruto avec les 72 tomes et d'autres séries du genre. Qu'est-ce que vous en pensez de ça un petit peu, que Shueisha laisse finalement le manga s'arrêter en pleine explosion et en plein essor? C'est un truc de fou quand même, je trouve. Moi j'applaudis. Moi clairement j'applaudis parce que ce soit pour l'auteur, justement, tu peux avoir une pression supplémentaire quand tu fais 80 millions de ventes de tomes par an. Évidemment que je pense qu'elle a dû au moins se dire une fois, peut-être que je continue par rapport à ce que j'ai prévu. Bien évidemment. Forcément. Évidemment, mec. Comment tu peux pas te dire ça en tant qu'auteur, enfin, en tant qu'autrice, mais là, que ce soit de la part de GoToGe et de la part de Shueisha, c'est incroyable. Je sais pas s'il y a l'un des deux qui a dit juste ok c'est comme ça, ou l'un a peut-être dit ah machin, enfin je pense que peut-être que Shueisha a peut-être dû dire ah tu veux pas un peu plus continuer, ou peut-être qu'ils ont dit ok tu veux faire 22 tomes, y a pas de souci. Mais dans les deux cas, peu importe le cas que ce soit, c'est extrêmement cool qu'elle a juste suivi la trame qu'elle voulait. Je pense qu'elle a développé ce qu'elle voulait développer, et c'est très bien comme ça. J'allais dire, je pense que c'est ça. Je pense que typiquement, tu vois, c'est Shueisha, ils ont vu le succès, ils ont fait bon, on peut rien dire. Ils sont en mode bah en fait on ouvre notre gueule, on est mort en fait, donc on va pas perdre 80 millions de ventes, tu vois, genre. Donc je pense que vraiment ils étaient en mode allez, tu veux faire quoi, 23 tomes, je pleure un peu, mais vas-y, ça fait plaisir, c'est la famille, tu vois. Donc parce que imaginez seulement le truc si elle avait continué, tu vois, elle aurait pu continuer totalement, enfin, elle aurait complètement pu continuer, vraiment. Tu penses forcément quand tu es dans une industrie du manga comme ça, et surtout la Shueisha, tu vois, qui est un truc qui demande de l'argent, quoi. Enfin, c'est un truc de ouf. Et enfin, je me dis que elle aurait très bien pu le faire. C'est ça le pire, c'est qu'elle aurait très bien pu nous lâcher un ouais, il reste des démons, faut les chercher dans tout le Japon, etc. Elle nous rajoute un ou deux ennemis à la con. Elle aurait très bien pu le faire et elle l'a pas fait. Mais elle s'est arrêtée. Enfin, là. De toute façon, les dés étaient lancés, et je me souviens que ça se posait la question dans les derniers chapitres, enfin dans le dernier arc, tout simplement. Est-ce qu'elle va relancer
est-ce qu'elle va relancer, parce que dans cette période-là, on était vraiment encore dans l'explosion de Kimetsu no Yaiba. Du coup, les fans, ils se demandaient, est-ce qu'elle va lancer un autre arc, parce que c'est pas possible que ton manga il fasse un truc de ouf comme ça et que tu me dises que là, les personnages sont en train de vivre leurs dernières actions, quoi, et les derniers tomes, quoi. Donc, après, en vrai, ils ont quand même aussi, enfin, il y a encore matière. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, on sait qu'il y a d'autres projets qui sont en train de se faire autour de Kimetsu no Yaiba quand même, tu vois. On en parlera après, Bitel, t'inquiète pas. Ne ris pas On en tout parlera? tout de Ok, suite, pardon. on en parlera, il y a pas de problème. On parlera du futur de Demon Slayer un petit peu plus tard. Mais ouais, c'est vrai que finir le manga aussitôt, par rapport au succès, au pic de son succès, je trouve ça très couillu de leur part. Irrespectable. Irrespectable de ouf. Et c'est archi cool. Et j'ai l'impression que même là, c'est aussi un nouveau point d'orgue, dans le sens où j'ai l'impression que maintenant, Shueisha va de plus en plus laisser. On voit que Jujutsu Kaisen, l'auteur a déjà dit que voilà, la fin, il voit déjà un petit peu la fin arriver. Maïro, voilà, il commence à dire que voilà, ça arrive. C'est l'arc final. Hein. C'est l'arc final. Voilà, on sent que bon, les séries à 80 tomes, ça n'existera plus, je pense. Sauf si volonté de l'auteur. Bah non, mais en fait, je pense que c'est aussi un mode de consommation. En fait, si tu veux pas changer. Ça aussi, c'est clair. Maintenant, on consomme beaucoup plus rapidement. Le fait que les plateformes, parce que ça, c'est un truc aussi intéressant, c'est que maintenant, 50% des ventes au Japon, c'est aussi du digital. Donc, on sait qu'on a, enfin, du numérique, donc on a énormément de personnes qui consomment très rapidement leur manga. Donc, je pense que c'est très cool, si tu veux, pour ces personnes, justement, d'avoir des séries en 23, 30, 40 tomes max, plutôt que d'avoir une série en 90 tomes. J'en suis quasiment persuadé de ça. Demon Slayer, c'est le succès incroyable qu'on connaît, notamment grâce à l'animé, qui a du coup fait en sorte que tous les tomes se sont vendus par palette par la suite. Mais ce n'est pas terminé. Demon Slayer ne s'arrête pas là en animation, parce que quelques temps après, on nous a annoncé le film Demon Slayer, Le Train de l'Infini, qui sera du coup la suite officielle, enfin la suite directe de la saison 1. Et là, du coup, on a quand même quelque chose de fort, de revenir avec un film. Donc, plus de temps, pour travailler vraiment le budget. Le plus de budget également. Donc, on va en parler un petit peu aussi avec Ken Arto dans quelques secondes maintenant. Mais du coup, cette annonce-là, comment vous l'avez perçue un petit peu, vous, dans le sens où, est-ce que le choix de faire un film plutôt qu'une saison 2 directement, comment vous le percevez, vous, un petit peu en tant que fan, tout simplement, de l'œuvre? Kai. Bah, moi, tout simplement, en fait, quand ils ont annoncé ça, je me suis dit, c'est parfait. C'est l'arc qui suit, il rentre totalement dans le cadre d'un film, en fait. Il est court, mais en fait, en fait, c'est vraiment un arc tout simplement dans son passing de chapitres, qui peut très bien être en animé ou en chapitre. Tu galères. Ça va Ça va. Il s'étouffe, je crois. Bois un coup d'eau, frérot. Bois un coup d'eau, frérot, y a pas de soucis. Ça va aller, hein. Non, c'est bon. Mais ça aurait très bien pu être un film ou un animé en 5 épisodes. Et c'est. Ah non, je suis mort. Tu vas y arriver. C'est pas grave. Va boire de l'eau. T'inquiète. Y a pas de soucis. Ça aurait pu, effectivement, être l'arc en question. Ouais, ça aurait pu. Ça aurait pu être une série, mais pas une série avec beaucoup d'épisodes, dans le sens où. Bah, tu pouvais pas faire 12 épisodes. Ouais, voilà, tu pouvais pas faire 12 épisodes. C'était impossible. C'était 5 épisodes max, de toute façon. Donc, moi, j'étais en mode. J'étais très content de voir tout simplement que ça soit adapté en film. Et surtout que si c'est adapté en film, t'as forcément les moyens qui sont mis dedans. T'as forcément un peu plus de soin qui est apporté comparé à l'animé. Et voilà, on a vu le film. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas du tout le même soin, les mêmes mises en scène, le même. Ah bah là. Et pourtant, la saison 1 était déjà placée. Ouais, la saison 1 était très, très généreuse, c'est le mot généreux en termes d'animation et de séquences. Et là, on est quand même un cran au-dessus dans l'ensemble pour le film. Et je pense que c'est ce qu'on attend tout simplement de n'importe quel film tiré d'un manga ou tout simplement ou une histoire originale, d'être un cran au-dessus de l'adaptation animée. C'est clair, je suis d'accord. Et puis je pense que, tu sais, genre en fait, en plus de ça, c'est un peu nécessaire parce que, quand tu vas avoir un. Moi, la première réaction que j'ai eue, c'est littéralement la même que la tienne, c'était let's go en fait, enfin! Enfin, ils prennent, tu vois, le devant sur ce genre de truc-là parce que,
on n'a pas eu beaucoup de... Enfin, moi, c'est ce que je disais à l'époque, c'est que il y a très peu de mangas de la Shueisha où la saison 2, c'est un film. Enfin, même quasiment pas, en fait, je crois qu'il n'y en a pas. Oui, d'accord, t'as DBS avec Broly, mais c'est pas un manga dans le Shonen Jump. Enfin, tu vois, et pour moi, ça, c'était un truc ultra marquant. Pour moi, ça m'a... Et je pense que c'est pour ça que, justement, c'est en train de marquer l'industrie et que on revient sur ce que disait Elias tout à l'heure, que c'est un cas d'école, en fait, sur tous les points. Aussi bien sur le nombre de ventes que sur la façon dont la saison et dont les épisodes ou l'histoire est amenée en animé. Pour moi, c'est du jamais vu au global. Donc franchement, je ne peux que juste approuver un film comme ça, avoir une telle qualité de production, une telle qualité sonore, enfin le son dans ce film. S'il y a un truc à retenir pour moi dans ce film, c'est le son. C'est extraordinaire le travail qu'il y a eu dessus. Donc vraiment... extraordinaire, le film. Extraordinaire. Chapeau, tout simplement chapeau. C'est vrai que c'était un choix à faire et faire cet arc-là précisément en film, ça a du coup encore donné un rayonnement encore plus grand à Demon Slayer au Japon comme à l'international maintenant, malgré le cas Covid. On peut en parler d'ailleurs de ce cas, de ce qui s'est passé pour Demon Slayer. C'est que nous, malheureusement, on a pu voir le film seulement quelques mois. Quasiment un an en vrai. Hein. Entre guillemets. Effectivement. On a quand même eu un écart énorme. Et en plus, ce qui est fou, c'est que c'est quand même. Il faut imaginer qu'il y a eu un taux de prévente quasiment équivalent à un Star Wars 7. C'est énorme. C'est monstrueux. En 3 jours, dans les CGR, on parlait de 100 000 spectateurs, je crois. Sur les CGR 100 000 entrées, juste sur les CGR. Donc, il faut savoir que ça a été déployé quasi. Enfin, je crois que j'ai lu combien 430 salles, un truc dans le genre pour Demon Slayer, c'est massif. Ce qui est pas mal du tout. Il y avait déjà 77 000, je crois, préco juste chez CGR. Non, tout confondu. Tout confondu. 77 000 avant même la sortie du film. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est en France. Donc c'est déjà la plus grosse sortie. Ouais. On se rappelle du site du Rex mort pendant quasiment 12 heures. Hein. Ouais, une demi-journée. C'était juste la folie. On peut aussi parler de ce qui s'est passé par rapport au leak. On avait parlé un petit peu dans les précédents TM Show. Et en plus, par rapport à ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'était passé Alors, de souvenir, c'était fin avril, vraiment fin avril, début mai, où Sony, petite erreur, on a leaké le film sur le store du PSN. On rappelle que Sony, au cas où, il détient Funimation et aussi en partie Wakanim, donc d'une certaine façon, c'est une situation un peu compliquée, vous voyez. C'est cocasse quoi. Pas fou. Donc oui, le film a été leaké. Il était leaké d'abord du coup en VOSTA. Donc du coup, il était forcément un peu présent partout sur Internet, en prenant donc en compte que les DVD et Blu-ray devaient sortir à la base mi-juin. C'est pour ça que, heureusement, c'était la dernière fenêtre de sortie pour la France pour qu'ils sortent. Après, ça allait être vraiment chaud. Par rapport à ça. Et donc, oui, est-ce que ça a vraiment réduit les ventes au final ? Non. C'est difficile à dire, quand on voit les chiffres énormes, alors qu'il y a pourtant que 35% des salles qui peuvent être remplies. Bon, après, certes, il y a plus de séances pour compenser, mais... Bien sûr, mais ça change pas le fait qu'il y ait énormément de personnes dessus, tu vois. En fait, il y a un truc qu'il fallait, je pense, vraiment comprendre avec ce film-là, c'est que, ce film-là, tu le regardes au ciné, tu le regardes pas chez toi. C'est ça. Clairement, vraiment, c'est impossible. C'est un vrai truc à vivre, tu vois. Je sais qu'on du coup, avec Dorian et Elias, on était dans la salle du Grand Rex, mais... Même si c'est pas le Grand Rex, avoir le système son que tu as dans un système de cinéma, gros, tu trembles. Moi, j'ai eu des frissons un nombre de fois incalculable sur le film grâce au système son. Vous avez eu le temps d'aller le voir en IMAX ou pas, du coup ? Non. J'ai eu le temps de le voir en 4DX aujourd'hui, avant l'émission. Alors donc je vais vous en parler rapidement. J'ai eu la chance de le revoir du coup tout à l'heure. Et j'avoue que la 4DX rajoute un petit truc sympathique. Je dirais pas, voilà. C'est une petite attraction. Voilà, la 4DX, t'as ton petit siège qui bouge quand il y a des choses qui se passent à l'écran. Quand t'as un petit Tanjiro qui balance son truc avec de l'eau, t'as de l'eau qui arrive sur ton visage. T'as du vent quand c'est du feu, on te crame la gueule. Évidemment, non, il y a peu de chaleur, de trucs de chaleur ou quoi par rapport à non, mais c'est pas prévu pour, normalement, ça m'aurait étonné. Ouais, mais il y a franchement pas mal du tout. Franchement, plutôt surpris à plusieurs moments, notamment les petits coups qui te mettent dans le dos, quand il se passe des choses sur des personnages dans le dos, tu sens, t'es vraiment... Il y a un passage, je vais pas dire c'est quoi, parce que ça arrive vraiment sur la fin,
du film. Et il y a un moment, ça se passe sur le personnage et il te fait quelque chose aussi sur toi, on va dire, le siège. Et tu te sens limite aussi gêné que la personne. Genre en mode, tu penses peut-être. Ouais, tu penses peut-être. Je pense savoir de quoi tu parles. Peut-être, ouais. Mais c'est vrai que c'est vachement cool. Moi, j'aime beaucoup. De temps en temps, tu vois, tu fais un petit kiff. C'est un petit peu cher, c'est vrai, hein, la 4DX, mais voilà, tu fais pas ça tous les jours. C'est ta petite, tu vas à Disneyland le temps d'1h30, tu te fais plaisir. Et j'avoue que pour le coup, la 4DX est plutôt bien gérée. Parce que j'avais un peu peur au début, hein, parce que je me dis à chaque fois, si tu te dis que la 4DX est pas faux folle, c'est dommage. Pour Broly, par exemple, ça a été. Je me rappelle. Pour Broly, c'était pas mal aussi, ouais. Et du coup, en IMAX, lourd ou pas? Ouais, bien sûr, bah oui, bien sûr. Non, quelqu'un l'a vu en IMAX ou pas du tout? Non, c'était ça. Non, mais y a pas de raison que ce soit pas lourd. Enfin... Non, mais bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pensais qu'il y en avait dans l'équipe, parce que je pensais que Dorian l'avait vu en IMAX. Non, malheureusement, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Et là, l'IMAX le plus proche, bon, je pense qu'il est à Lyon. 1h30 de voiture. Allez. Ouais, parce que je suis très très curieux de savoir ce qui rend en IMAX pour le coup. En termes d'expérience visuelle, ça doit être assez extraordinaire. À mon avis, tu ressens vraiment. Parce qu'il y a le travail visuel et sonore qu'il y a. Le son dans l'IMAX, c'est très important. Les sièges le son est d'une certaine façon tellement fort sans te casser les oreilles, mais à te faire vibrer les sièges, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ouais, ça doit être assez insane, ouais. Faudrait, je vais essayer d'y aller en vrai. Je pense que je vais tenter. Un petit 15 balles, un petit 15-20 balles, ça fait mal, mais bon. Non, c'est pas grave. Mais bon, on va dire que ça vaut le coup. Y a pas de problème. Moi, ma question, c'est plutôt, est-ce que quelqu'un l'a vu en VF? C'est ça aussi Alors moi, j'ai eu des retours de mes viewers qui l'ont vu en VF et qui l'ont trouvé très bonne. Ok. Donc, moi, j'ai vu l'animé en VF, mais la VF en animé était très bien. Donc, tu penses quoi? C'est ce que j'allais dire justement, la VF, tu t'en penses quoi, toi, du coup très franchement, j'ai juste vu la VF de l'animé, donc, mais j'ai pas grand chose à dire dessus, si ce n'est qu'elle est très bien. Donc, moi, j'avais pas spécialement d'inquiétude pour la VF du film, donc peut-être que j'irai le voir semaine prochaine en VF, mais, pour me faire un avis un peu plus précis dessus. Mais franchement, j'y vais les yeux fermés, en toute honnêteté. Ouais. Après, bon, parce que aussi, c'est d'une certaine façon une des grosses forces du film, les seiyuu. Donc, je sais pas s'il y a vraiment la même force de travail. Je pense notamment à certains cris de Rengoku qui, vraiment, je me souviens, ils m'ont marqué. J'étais en mode, wow. Attention, on a des très très gros doubleurs en France. Hein. Oui, vraiment, c'est clair. on a des très ah bons non, doubleurs. Ah oui, c'est pas pour dire la VF pas terrible. Non, mais bien sûr. Mais tu sais, c'est juste en ce moment, tu vois, par exemple, je traîne beaucoup avec les mecs de Retake, qui du coup m'apprennent énormément de choses sur le truc du doublage. Et je te jure, hein, j'entends des dingueries. Hein. Déjà, juste les deux, ils sont capables de te faire des dingueries, mais les gens que tu rencontres derrière avec eux ou autres, ils sont très forts. Donc je me fais aucun problème dès que je sais qui travaille un peu dessus. Vraiment, il y a des animés, vous faites aucun souci pour les doublages à venir, hein, vraiment. Il y a des trucs très bons. Ok, très cool. Je sais pas pourquoi je vois bien Marc Lesser sur Rengoku. Je sais pas sur pourquoi. Rengoku, pourquoi pas. Je sens que c'est lui, je l'ai pas vu, mais je sens apparemment que c'est celui de Thor. On dit dans bah il est solide aussi. Ah, hein, oui, donc, aucun problème. Hein. La voix de Thor, elle est très bien. Hein. Okay. Très bien. Les amis, je vous propose qu'on accueille du coup Ken Arto, le temps de... il a travaillé du coup, pour ceux qui ne savent pas forcément, hein, je le répète, hein, Ken Arto a travaillé du coup sur le film Demon Slayer, il a fait une scène dans le film Demon Slayer, il va tout vous dire, il va vous expliquer un petit peu son expérience vis-à-vis de Demon Slayer, et également je lui demande son avis un petit peu sur Demon Slayer et son ressenti personnel, mais il va beaucoup parler plutôt de son travail. Évidemment, il est là en tant qu'animateur, donc c'est aussi le but, et c'est toujours très intéressant. Si vous avez énormément aimé la première intervention de Ken Arto sur Team Manga Show, et vous vouliez le revoir, on vous l'a ramené, et on le remercie bien sûr de passer, parce qu'il est très tard au Japon, hein, les amis, il est très tard au Japon. Donc on a tourné ça un petit peu en différé par rapport au live, mais pas beaucoup non plus en différé, donc il était déjà très tard déjà au Japon. Quand même à 18h, je crois que c'est 2h du matin au Japon. 1h, il est 1h du matin. Ah, okay. Donc voilà, donc grand merci à lui. Je vous laisse avec Ken Arto, et après on revient pour parler un petit peu ensemble de notre avis vraiment plus sur le film et ce qui va suivre un petit peu pour Demon Slayer. C'est parti, Ken Arto, c'est maintenant sur Team Manga, let's go. Eh bien bonjour Ken Arto.
C'est un plaisir de t'avoir une nouvelle fois parmi nous dans le team Manga Show. J'espère que tu vas bien. Merci de m'avoir invité encore. Bah, c'est un plaisir. Comme je te l'ai dit, je sais que nombreux qui suivent un petit peu le team Manga Show depuis les débuts, souvent quand on demande voilà, c'est laquelle votre émission préférée du team Manga Show depuis le départ, souvent, très souvent, on nous répond Ken Arto et très souvent on nous demande de te réinviter. Donc on a enfin l'occasion, j'ai envie de te dire, avec la sortie du film Demon Slayer en France. Moi, dès que j'ai su, je me suis dit, bon, c'est obligé, on doit le ramener pour le peuple. Je sais que les gens ont vraiment aimé ton intervention chez nous. Et ça fait super plaisir parce que je vois que tu fais beaucoup de choses actuellement sur internet, même en dehors. Enfin, tu fais ta propre émission sur votre propre chaîne, Anime Was a Mistake, je vous le rappelle, si vous voulez, sur YouTube. Vous faites aussi un truc sur ADN qui est plutôt sympa avec Sébastien Abdelhamid. Donc, encore une fois, je vous conseille, si vous voulez voir encore plus de Ken Arto, parce que je sais que vous l'aimez beaucoup, n'hésitez pas, vous le pouvez. Et il y a ses réseaux sociaux également, sur Twitter, sur Insta peut-être aussi, Ken Arto. Insta, ouais. Bon, est-ce que tu vas bien? Récemment aussi commencé TikTok, mais bon. Est-ce que tu vas bien depuis tout ce temps? Je vais bien, j'ai toujours sur le long métrage de 4C et à refuser plein de projets et ça me fait mal au cœur, des projets que j'aime beaucoup et que je voudrais participer, mais des fois il faut être réaliste et il faut avoir le courage de dire non. J'imagine bien que tu dois avoir, avec tout ce qui est annoncé plus ou moins ou pas d'ailleurs déjà. Sur des choses que tu as peut-être même déjà bossé par le passé. Je sais qu'actuellement il y a My Hero Academia qui est en cours, là, la saison 5. Ils m'ont contacté et j'aurais dit désolé, plus pour la prochaine saison, on sera meilleur pour la prochaine saison. Ouais, on espère. De toute façon, la prochaine saison, ça va être le gros climax. Donc c'est là qu'il faut être, je pense. C'est carrément là qu'il faut être. Donc c'est cool. Là, aujourd'hui, on est là pour parler du coup de Demon Slayer. Le film, Le Train de l'Infini, qui est enfin sorti en France quasiment un an après le Japon, malheureusement à cause du Covid et tout. Bon, on a vu ce qui s'est passé. Et du coup, t'as travaillé sur le film. T'as fait une scène sur le film et du coup, c'était l'occasion de te poser pas mal de questions sur Demon Slayer. À commencer par, c'est quoi ton rapport à l'œuvre Demon Slayer, d'abord, comment t'as découvert l'œuvre et qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous en dire plus, ton rapport avec Kimetsu no Yaiba? Alors, comment j'ai découvert l'œuvre Demon Slayer Kimetsu no Yaiba? En fait, c'est ma copine qui me l'a fait découvrir et parce que ma copine, à la base, elle aimait le manga avant qu'il y ait eu un animé. Et du coup, elle m'a conseillé de lire ça. Et du coup, j'ai commencé à lire. Et en fait, j'ai commencé à accrocher justement au passage où Lengoku... au passage de Lengoku, je vais pas en dire plus. On se comprend, on se sait. Voilà, et où j'avais pas mal accroché. Et du coup, j'avais continué à lire. Et du coup, après, cool, il y a eu une adaptation animée, je vais hâte de la voir. J'ai commencé à voir les premiers épisodes et je trouvais que c'était plutôt de bonne facture. Et après, c'est surtout l'épisode 19 où Tanjiro, le combat de Tanjiro contre Louis. Et cet épisode-là où m'avait bien marqué en termes de réalisation, d'animation, de musique. Et où j'ai eu l'envie je voudrais bien bosser dessus. Et j'ai eu la chance, à ce moment-là, j'étais à Yapico Animation, et j'avais un pote du nom de Lucas Cisterne, un ancien Français qui bosse au Japon. Lui, il avait l'occasion de bosser à Ufotable, et du coup, il avait un contact de son senpai à Ufotable, et il me disait qu'il pouvait me mettre en relation avec. Et du coup, j'ai préparé un portfolio avec toutes les animes que j'ai pu faire et il a envoyé ça à son senpai et j'ai pas eu d'infos. J'ai eu aucune nouvelle quand j'ai envoyé ça. C'était en mois de septembre, tu vois. Du coup, pour moi, c'était dans l'idée ok, je pourrais peut-être bosser dans les derniers épisodes de la saison 1, mais non, il n'y a rien eu, pas d'infos. Je me suis dit j'ai pas le niveau, c'était mort. Et c'était Noël 2019, je reçois un mail de Ufotable qui me demande si ça m'intéresse de bosser sur le film. C'était let's go. Ouais, je dis oui et j'ai juste dit que parce que je suis sur un long métrage à 4C depuis je sais plus combien de temps, trop. et du coup je suis à plein temps sur ce projet. J'aurais dit que je veux bien vous aider, mais je ne peux que bosser que les week-ends et tout, et si ça vous va, ok, ouais, je voudrais bien bosser dessus. Et du coup ils ont dit pas de souci. Ils m'ont envoyé le storyboard, choisis ta séquence et voilà, on commencera et voilà.
Ah, donc t'avais le choix de la séquence, du coup? C'est intéressant, ça. J'avais le choix de la séquence. C'est juste à ce moment, le board n'était pas encore fini. Et il y avait juste le début. À ce moment-là, c'était quand le passage c'était justement, c'était ma séquence qui était vraiment la première partie du storyboard qui était terminée. C'était quand enfin, je peux pas trop dire, sinon ça va spoiler un peu. Ouais, non, mais, Mais en c'est- vrai, tu peux un petit peu spoiler si c'est pas des trucs trop importants du scénario. Si c'est pas vraiment important dans le Ok, scénario, ok. tu peux parler, t'inquiète pas. C'est la première partie du storyboard, ça se terminait quand Inosuke se réveillait. Et, voilà. Ok. Et du coup, Tanjiro avait déjà un peu découpé la tête de l'autre démon, et qui du coup il a fusionné avec le train. Et du coup, le storyboard à cette époque-là, il était déjà fini à cette période-là. Et du coup, il me demandait, choisis la séquence que tu voulais, enfin que je voulais. Et moi là-bas, je voulais prendre du Lengoku. Je voulais dessiner Lengoku parce que en fait, c'est le personnage préféré de ma copine. Donc bref, sauf qu'ils étaient déjà tous pris. Et avec la charge de travail que j'ai à Studio 4C et après avec ce que je pouvais bosser le week-end, j'ai pris cette séquence-là où quand Inosuke se réveille du monde des rêves et qui défonce le toit et qui participe au combat avec Tanjiro. Voilà. C'est quelque chose de commun, ça, de pouvoir choisir sa séquence dans un film ou dans une Alors, série ou Oui, c'est que ce soit dans une série, dans un film. Alors des fois, on peut te proposer, est-ce que tu pourrais faire cette séquence-là, tu vois, ou quand tu veux choisir, je voudrais bien faire cette séquence. Ah, désolé, cette séquence est déjà réservée, enfin déjà prise. Du coup, en principe, ils te la proposent pas. Cette séquence est déjà prise. Désolé parce qu'on la réserve à notre superstar animateur dans notre studio. Ouais. Et mais en principe, quand tu reçois un storyboard d'un projet, tu peux choisir ta séquence. Mais après, tu as la responsabilité d'assurer sur cette séquence, tu vois. Ouais, j'imagine. Et t'avais hésité avec d'autres séquences, peut-être du film ou... Ouais, j'avais hésité sur. Il y avait la séquence où quand Tanjiro se combattait contre le gars qui essayait de l'endormir et tout, et qui lui coupait la tête, tu vois. J'avais le choix avec cette séquence, qui était très stylée, mais après, comme j'ai dit, je pouvais juste bosser les week-ends. Et est-ce que j'aurais été capable, avec ce laps de temps, tout en réussissant à faire mon taf à 4C, je savais pas, donc j'ai pas voulu trop être gourmand. Et du coup, j'ai fait cette séquence de 11 plans. Voilà. Donc ouais, peut-être, c'est vrai qu'on l'a pas dit en vidéo du coup. En gros, ta scène, c'est la scène de Inosuke qui se réveille et qui casse, on va dire, le haut le du toit train du wagon, fait un petit slash, Inosuke slash, et pour participer au combat. Ouais. Voilà, donc ça, c'est la scène de Ken Arto qui d'ailleurs, moi je le savais que c'était cette scène-là, ta scène, donc à chaque fois, j'ai vu le film 2 fois du coup depuis. Les 2 fois, je me dis, ça c'est Ken Arto, ça je connais, ça tu vois. Donc là, c'est plutôt cool. Je voulais aussi avoir ton ressenti par rapport à le monument qui est Demon Slayer depuis quelques temps maintenant au Japon. Comment toi tu le ressens, toi qui vis au Japon du coup? Est-ce que toi tu le vois vraiment, parce qu'en termes de chiffres, on le voit dans le Toporicon chaque semaine, les chiffres sont démentiels. Ouais. En termes, dans le monde de l'animation, quand tu as un film d'animation qui. Là, je crois qu'au Japon, je sais plus combien en termes de chiffres, parce que des fois j'ai les chiffres en japonais, mais j'ai pas les chiffres en français. Mais en principe, quand tu as un film d'animation qui dépasse un certain nombre, c'est un succès, tu vois. Et, mais là, devenir le film le plus lucratif au Japon, dépassant Chihiro, c'est un truc de ouf, hein. Parce que moi, quand j'ai bossé dessus, je pensais pas que ça allait faire je savais que Demon Slayer avait du succès, tu vois, mais je pensais pas que ça allait ça allait péter tous les records. Et donc je veux dire, tant mieux. Après, savoir si c'est mérité ou pas, je ne saurais pas dire. Vraiment, des fois, les succès, c'est parce que c'est sorti à telle période, ça a marché, parce que les gens en avaient besoin ou aimaient l'œuvre, et tout un élan avec plein les réseaux sociaux. Et donc, ouais, c'est vrai qu'au Japon, tout est à l'image plein de produits Demon Slayer et tout. Pareil, aujourd'hui, j'étais allé faire un peu des courses à Big Camera. Big Camera, c'est une enseigne qui vend plein de ce qui est jeux électroménagers et tout. Et à chaque étage, tu avais une publicité de Demon Slayer. Le Blu-ray allait bientôt sortir, tu vois.
chaque étage, et chaque étage, tu avais un gros poster, Demon Slayer, le film Blu-ray va sortir le 16 juin et tout, acheté, réservé. Ok, non, ça a bien marqué, et ça a même marqué l'histoire du cinéma au monde, parce que je crois que ça a été annoncé que c'était le film le plus vu en 2020, et qu'un film étranger autre qu'Hollywood qui ait fait ce record, il n'y avait pas, c'était historique, et donc c'est un truc de ouf, et peut-être qu'on s'en rend pas compte. Enfin, moi je m'en rends pas compte parce que, comme je dis, je suis juste animateur, hein. J'ai juste participé sur 11 plans. Je pense que les mérites vont complètement plus au réal et à la team de Ufotable. Tu parles d'Ufotable, justement, je voulais aussi te poser la question, c'est quoi ton ressenti du coup pour avoir bossé avec eux? C'est quoi un petit peu ton vécu avec Ufotable? C'est quoi ton expérience plutôt avec eux? Avec Ufotable, non, c'était très carré, très pro. Je remarquais un truc, c'était ils faisaient très attention aux réseaux sociaux. Et à un moment, j'avais posté sur le premier trailer, hey, j'ai participé, je participe sur ce film, et ils m'ont dit efface. En fait, j'ai l'impression qu'ils veulent garder l'image Ufotable, et voilà, Ufotable, et du coup, tout ce qui est un peu en mode information et tout, ils veulent rester très intangible, enfin voilà. Mais après, oui, clairement, ils m'ont clairement dit que je pourrais pas poster mon animation sur les réseaux sociaux, parce que en fait, il faut savoir que Ufotable fait pas mal de marketing avec les Genga Frame. C'est-à-dire que justement, j'en ai acheté un, ce bouquin où en fait tu as deux bouquins où en fait c'est en fait des artbooks, des key poses sur les films, sur le film, qui sont mis en vente sur le store de Ufotable, et que j'ai acheté. Du coup, on peut voir les keyframes du film, et ça c'est Ufotable qui les met en vente. Donc donc en gros ils veulent garder un petit peu l'exclu, on va dire, du truc, l'exclu pour les mettre en vente, et du coup je pense que quand ils les mettent en vente, ça rentre directement pour Ufotable, et c'est ce qui est un bon move, je pense, parce que il y a pas mal de gens qui commencent à être intéressés sur tout ce qui est un peu l'animation, comment c'est fait et tout, et du coup ils jouent sur cette vague là, et donc voilà, donc en tant qu'animateur, du coup tu peux plus montrer ton travail, mais voilà, c'est en tout cas pour les fans qui veulent acheter un produit comme ça, c'est archi cool. Je suis pas sponsorisé par Ufotable, hein, c'est juste que j'ai acheté ça, et que j'ai voilà, en tant qu'animateur, acheter des artbooks, des key poses, t'es content, quoi. Tu les regardes, tu peux les analyser, et tu apprends beaucoup. Et du coup, c'était agréable de travailler avec eux finalement, à part ce petit truc que peut-être qu'ils veulent pas que tu postes sur les réseaux, mais ça s'est bien passé, quoi. T'es content? Ouais, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. C'est un moment, tu vois, j'avais un de mes cuts qui était sélectionné pour être dans le premier trailer. Et ouais, il faut que tu le fasses en une journée. Forcément, du coup, tu fais au mieux, tu nuit blanche, et tu le finis, quoi. J'imagine bien que c'est. Voilà, parce que moi j'avais commencé de janvier à mars pour faire mes layouts, et du coup j'avais 3 mois. Du coup en tant que quand tu bosses sur un long métrage, tu as beaucoup plus de temps, tu peux te concentrer sur la qualité, et quand tu bosses sur de la série, à chaque fois il faut que tu urges. Mais c'est ça qui est bien de bosser sur les longs métrages, c'est que tu peux t'as du temps, tu peux passer du temps sur chaque dessin, au mieux contrôler ton timing et tout. Et après, tout ce qui est la deuxième étape, les Nigen, je crois que j'ai eu juste une semaine à tout faire et tout. Donc, ouais. J'imagine que c'est un peu speed, mais bon, c'est le prix à payer peut-être pour quand même avoir sa petite scène dans le film le plus lucratif au monde, au Japon déjà, et en 2020 au monde. Ce qui est peut-être aussi une petite fierté pour toi de se dire, t'as mis ton petit grain de sable dans le truc. À mon avis, ça doit être cool quand même. Spécialement, je m'en rends pas compte, parce que après, parce que bon,
pour moi, c'était juste 6 mois, enfin 6 mois, pas vraiment 6 mois, c'est 3 mois plus de 3 mois et demi de participation sur ce projet. Et alors que le projet que je suis sur 4C, ça fait plus de 2 ans que je participe, alors que c'est pour le truc de 4C, c'est pas, pour moi, c'est plus un travail, ça fait partie de moi, c'est dans ma vie, tu vois. C'est quand tu passes plus de temps sur un projet, t'as plus d'attaches et du coup. J'imagine bien. Donc, mais ouais, je vais bosser, avoir la chance de bosser sur Demon Slayer. J'ai eu même une proposition pour la saison 2, mais. Ah, parce que c'est une des questions que j'allais te poser justement. C'est est-ce qu'on pourrait potentiellement te retrouver sur la saison 2? Du coup, j'ai dû refuser parce que j'avais d'autres priorités. Ok, très très bien. Donc malheureusement, pas de Kanarto dans la saison 2 de Demon Slayer, vous l'aurez compris. Bon, c'est pas si grave que ça, mais c'est vrai que c'est une question qu'on pouvait se poser légitimement. Je voudrais te poser une question plus personnelle, du coup, c'est quoi ta scène ta scène préférée dans le film, du coup, du Train de l'Infini? Ta scène préférée? C'est dans le combat final, où à un moment, c'est les plans où justement, c'est quand Rengoku utilise son attaque finale. Okay. Et là, c'est vraiment juste en pure animation, c'est le moment où tu suis vraiment le sabre qui découpe la partie. Et enfin, cet angle, en termes d'animation, c'était assez. Enfin, c'est complexe et tu suis la lame qui coupe les trucs. Là, j'ai kiffé ce passage. Ce moment-là, j'ai trouvé waouh. Et après, il y a plein d'autres scènes qui étaient impressionnantes. Celui-là, c'est une des scènes qui m'a bien marqué. Ok. Quand le mouvement, tu suis la lame qui coupe le corps et tout du démon, c'était vraiment impressionnant et j'ai bien aimé cette scène-là. Très très belle scène, je plus sois. Je voulais aussi te demander ton personnage préféré de Demon Slayer, pas forcément que du film, tu vois, vraiment de l'œuvre Demon Slayer dans son ensemble. J'ai pas vraiment de personnage préféré, mais c'est plus en fait le trio, enfin ce groupe de trio entre Tanjiro, Inosuke et Zenitsu et Nezuko. En fait, je trouve qu'il y a plutôt une bonne balance et tout. Il y a certains personnages que je trouve un peu, enfin Zenitsu, bon, beaucoup de gens, je pense que tout le monde le préfère quand il dort. Mais ce qui est marrant, c'est quand tu vois au Japon, c'est Zenitsu qui a le plus de popularité. Ouais. Mais après, bon, les gens découvriront plus quand l'histoire, enfin, le personnage, il va plus level up. Mais non, j'aime bien ça, en fait, comment ces trois personnages interagissent et tout, et c'est les voir interagir entre eux et comment ils portent de l'attention entre chacun d'eux. C'est un peu cette alchimie que j'aime bien entre ces 3-4 là. Et donc, ouais, j'aime bien plutôt le groupe qui ont autour d'eux. Ok, d'accord, très très bien. Et du coup, voilà, Demon Slayer, c'est passé maintenant depuis quelques temps maintenant pour toi, ça qu'on en parle maintenant parce que c'est sorti en France. Et d'ailleurs en France, ça a fait, je sais pas si tu connais un petit peu les chiffres là qui ont été communiqués pour les entrées. J'ai vu Wakanim écrire un gros 100 000, donc... Ouais, effectivement, donc ouais, c'était 77 000 préco déjà, avant même que le film, enfin avant même d'être mercredi, le jour de la sortie. Donc c'était déjà 77 000 préco seulement dans les cinémas CGA, donc un cinéma très spécifique on va dire en France, pas tous les trucs. Et là tu l'as vu, c'était hier ou avant-hier, ils ont annoncé 100 000 entrées déjà pour Demon Slayer, donc c'est un carton déjà monumental même en France. Et on sent aussi du coup que Demon Slayer c'est très puissant au Japon, certes, on le sait, on l'a vu dans les chiffres, mais même aux États-Unis ça a fait un score incroyable. Ça avait battu Mortal Kombat, quelque chose comme ça. Ouais, c'est la folie Demon Slayer et c'est pas prêt de s'arrêter. Je voudrais te poser une question aussi, c'est ton avis sur les suites d'animés en film. On l'a vu de plus en plus, on le remarque de plus en plus. Je pense à Jujutsu Kaisen là, qui fait un petit peu le même schéma, qui suit un peu le même schéma que Demon Slayer. Il y a plein d'autres trucs, plein d'autres œuvres qui font la même chose. On en parle très souvent dans l'émission, donc vous le savez bien, les amis, de quoi je parle. C'est quoi ton avis un petit peu sur ça, de faire les suites directes en film? Moi, je trouve que c'est pas plutôt une mauvaise idée parce que du coup, c'est canon, c'est la suite dans des saisons et tout. Et si l'arc est adaptable en film, je trouve que c'est une bonne idée, tu vois. Donc là, c'était bien, l'arc du train de l'infini, c'était juste un tome, 2 tomes, quelque chose comme ça. Et non, je trouvais que c'était plutôt un bon move. Et du coup, si vous voulez voir, il fallait aller au cinéma, tu vois.
Moi, ça me dérange pas tant que ça rentre dans les, enfin que c'est un truc, c'est pas il y a 4 tomes, vas-y, on va réduire ça en un film. Mm. Et non, dans ce cas-là, en fait, plutôt une saison. Mais là, le fait que c'était juste 2 tomes et tout, d'avoir fait en film. Et je pense que peut-être qu'il y a plein d'autres animes, là, Jujutsu Kaisen qui va le faire sur le tome 0, je crois, c'est ça? C'est sur le tome 0, effectivement. Ouais, voilà. Donc non, non, si il faut savoir qu'un animé c'est fait pour faire vendre des volumes de manga, donc oui, c'est marketing, hein, donc ça il faut pas se le cacher, hein. Donc, ils cherchent les sous, hein. Ouais, c'est clair, et tu fais bien de me dire, de me rappeler ça, c'est que on comprend, genre, après avoir vu le film au cinéma, tu comprends le pic de vente de tomes de Demon Slayer. Juste après, parce qu'en fait, on te laisse sur un truc, enfin, c'est une frustration à la fin du film, ça se termine, voilà, ça se termine comme ça se termine, et t'as qu'une seule envie, c'est de dire merde, ça se finit comme ça, il me laisse sur ça vraiment. Non, je suis obligé d'aller acheter les tomes, tu vois. Donc c'est clair que je comprends aussi le gros succès, le gros boom encore plus. Déjà, c'était déjà très grand public et ça avait hyper bien marché avant le film. Mais là encore plus, et on l'avait vu, nous on suit souvent, tu sais, dans l'émission, on suit souvent les Toporicon chaque semaine. Donc, ouais, les ventes, voilà, tu vois, donc il y a eu une grosse période où chaque semaine, Demon Slayer c'était entre 1 et 2 millions par semaine, ce qui est juste, démentiel. c'est très impressionnant, et enfin, même toujours là, il est toujours dans le top 10, je crois. Donc, Toujours. Toujours. Alors que le manga, ça fait déjà plus d'1 an qu'il est fini. Et, non, c'est impressionnant, hein, donc voilà, et ça amène des nouveaux lecteurs qui vont s'intéresser sur d'autres œuvres. Je pense que les nouveaux lecteurs qui sont arrivés avec Demon Slayer, ils se sont intéressés sur Jujutsu Kaisen et tout. Là, en ce moment, ce qui marche bien, c'est aussi Tokyo Revengers, je crois. Et Oui, tout, donc, totalement. Ouais. Donc non, c'est une bonne chose que, enfin, moi, tant qu'il y a plus de personnes qui regardent des animés et qui lisent plus de mangas, C'est bénéf. on va pas se plaindre, c'est cool. T'auras du travail encore pendant quelques temps. J'aurais du travail. Bon, on arrive bientôt au terme de l'interview. On va se reconcentrer un petit peu sur ce que tu fais en dehors de Demon Slayer. Tu nous dis ça fait un petit moment que tu es sur un gros projet pour un film d'animation pour 4C. Tu peux toujours rien nous dire, je suppose, hein, sinon tu nous l'aurais déjà peut-être communiqué. Non, il faudra attendre le premier trailer et tout, et je sais pas quand est-ce que sera ce premier trailer, et même si je peux rien dire là. Oui, j'imagine. Mais non, tout ce que je peux dire, c'est la team est cool, le projet est beau. Voilà, après, je sais pas si le projet va plaire à tout le monde, hein, mais moi je l'aime bien, et je pense que ça peut toucher certaines personnes, donc voilà. De toute façon, enfin, vous voyez à peu près ce que fait les studios cassés. Ils ont fait Les Enfants de la Mer. Là, ils ont annoncé le film Nico-chan qui va sortir en juin. Du coup, vous voyez le style un peu commencer, tu vois. Donc, Ouais. c'est pas du shonen, c'est plus c'est un film à la... Ouais. Non, Voilà. j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Et le film n'a pas du tout été annoncé pour l'instant, du coup, je suppose. Il y a aucune, même pas le nom, rien n'a été. Rien. Ok. Et tu peux nous Tu dire. sais, de toute façon, ils font plusieurs films, hein, Oui, j'imagine bien. Et ta charge de travail un petit peu sur le film, sans nous dire exactement ce que tu as fait dans le détail, bien sûr, mais c'est. Parce que Demon Slayer, on sait que c'est une petite scène, mais sur 4C, je suppose que vu comment tu m'en parles, c'est que tu as fait beaucoup plus. À peu près, on va dire, ta charge de travail dessus, à peu près, tu peux nous teaser un petit peu au moins, pour savoir combien de Naruto là, on va en voir beaucoup plus, et est-ce que dans ce film-là, on va pouvoir en voir beaucoup plus environ 60 cuts. Mais des cuts, c'est pas des petits cuts d'une seconde, des fois c'est des cuts de 15 secondes et tout. C'est des cuts où je crache mes tripes. Et ben, franchement, j'espère que ça va plaire, parce que des fois c'est des plans, ils sont durs, et tu te dis est-ce que j'ai le niveau de le faire et tout, mais faut que tu le fasses, et voilà. Donc j'espère que ça va plaire aux gens. Moi je fais juste du mieux comme je peux, et voilà quoi. Et donc non, faut attendre, mais je donne du meilleur de moi, et les meilleurs animes que vous verrez de moi, je pense que ce sera sur ce film là, et donc voilà. On a extrêmement hâte de voir ça, et ben, j'espère que tu reviendras peut-être pour nous en parler quand ça sortira. Ah oui, il y a aucun problème, tu es le bienvenu. Est-ce qu'il y a d'autres projets en dehors de ça
Je sais qu'actuellement, il y a pas mal de choses qui sont en préparation à droite à gauche. Est-ce que tu... J'ai vu ton petit sourire. Est-ce qu'on peut te retrouver sur des choses prochainement? Peut-être tu peux pas nous dire quoi, j'imagine bien. Mais il y a des choses. Oui. Sur des grosses séries. Ah oui. Oui. Genre, genre un petit Jojo partie 6. Y a moyen, tu penses, ou pas? C'est ma partie préférée, quoi. Ah, c'est sa partie préférée. Voilà. Je n'en dis pas plus. On vous laisse sur ça. Non mais voilà, en tout cas, on espère te voir sur d'autres projets très bientôt. C'est un plaisir de t'avoir avec nous et je sais que les gens adorent t'entendre dans l'émission, donc c'est toujours un Merci, j'espère que ça vous aura intéressé de m'avoir encore écouté et j'espère qu'il y aura d'autres occasions d'en parler plus d'animation et tout. Et je suis content qu'il y ait de plus en plus de personnes qui s'y intéressent et qui voient à peu près les dessous, les backgrounds, ce qui se passe derrière. Mais tu sais pourquoi on s'y intéresse, enfin, pourquoi les gens s'y intéressent de plus en plus? C'est parce que des gens comme toi et toute la team qui sont avec toi sur les différentes émissions que tu produis à côté, c'est grâce à vous, parce qu'en fait vous avez un peu libéré la parole et on s'intéresse de plus en plus parce qu'on a enfin des visages, entre guillemets, on a un peu des visages, et vous nous parlez vraiment de vos problèmes, de ce que vous kiffez, des trucs que vous rencontrez. C'est hyper intéressant et merci à toi et à tous de nous partager ces C'est vrai que les Japonais ils en parlent, mais plus en termes anonymes et sur Twitter, donc écrit en japonais, mais jamais en vidéo comme ça. Et c'est vrai que quand tu as une vidéo où tu vois le visage d'une personne, c'est différent. Tu identifies plus la personne et tu entends la voix, des images et tout. Ça te touche plus, je pense. Donc, ouais, c'est sûr. Mais donc, tant mieux si ça touche certaines personnes parce que avec les gens, enfin, mes collègues de AWAM, on disait que, enfin, Yann disait surtout que Netflix, ça devient un peu le nouveau club Dorothée de cette génération où ça va donner plein de nouvelles voix à des jeunes qui voudront soit devenir mangaka, soit devenir animateur, soit réalisateur, chargé de prod et tout, et apprendre le japonais et venir au Japon et bosser. Donc non, on verra bien dans 10 ans, 20 ans. Est-ce que tu penses que le futur c'est d'avoir de plus en plus d'étrangers, donc peut-être des Français qui travailleront sur des productions japonaises, parce que j'ai l'impression que on tend vers ça de plus en plus. Est-ce que toi en fait, à mon avis personnel, je trouve qu'au Japon, en ce moment, on fait beaucoup trop de séries, beaucoup trop de projets, et ça surcharge un peu les studios, et du coup, les studios, ils sont obligés de trouver d'autres main-d'œuvre. Mais des fois, cette main-d'œuvre, elle est trop jeune, elle n'a pas encore appris les bases et tout, donc elles n'ont pas encore l'expérience, et du coup, ils sont un peu inexpérimentés au début, et du coup, ça peut des fois causer certains accidents à la prod et du coup il faut faire attention justement à c'est aussi une erreur des studios de justement changer les studios et du coup il faut trouver des animateurs et du coup ils commencent à leur exigence en termes techniques pour un animateur commence à baisser parce que ils ont plus trop le choix quoi, ils ont un quota de cut ici qu'il faut le mettre de l'autre côté, tu vois. Ouais. Et donc il faut faire attention à ça et du coup c'est la responsabilité des studios de bien choisir les animateurs et après aux jeunes personnes quand tu es jeune, tu reçois ta première offre de travail, tu vois, je te dis tu vas bosser sur le prochain Shingeki, tu vas pas dire non, oui. tu vas dire oui, tu vois. Donc voilà, il faut aussi connaître ses propres limites et tout. C'est compliqué, hein, c'est un petit cercle vicieux là qui commence à se faire, donc faut faire attention. T'as cité SNK, c'est vrai qu'en ce moment il y a eu mais c'est même plus des rumeurs quoi, il y a eu des petites histoires à droite à gauche qui font un peu mal au cœur. Et c'est vrai qu'on on en avait parlé la semaine dernière dans l'émission, c'est hyper compliqué, enfin le statut que vous avez, et tout ce qu'on vous demande, en fait c'est tout un bordel en ce moment, j'ai l'impression, surtout par exemple pour SNK, le studio qui fait SNK. Je vais pas le citer pour pas te mettre dans la merde si je travaille un jour avec eux, on va pas non plus. Mais je sais pas. De toute façon, je travaille avec eux même actuellement sur peut-être la deuxième partie de la saison finale de SNK, on ne sait même pas. Non. En fait, je préfère regarder SNK que bosser dessus.
Ah, j'imagine. Les tridimensionnels, tout ça, je me suis dit, ouf. Ouais. T'avais déjà fait, il me semble, un cut sur une des saisons de SNK, il me semble. Non, on m'a Non proposé de bosser sur SNK, mais j'ai refusé parce Ok. que, en termes de planning, j'avais d'autres priorités. Ok, donc ouais, c'était ça, tu nous avais raconté ça. Je croyais que t'avais... Ouais, d'accord, j'ai confondu. Mhm. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas Ken de nous avoir accordé de ton temps ce soir. Yes. Sachant qu'il est très tard au Japon, hein, je pense que vous le savez très bien. Donc bah, merci à toi Ken et j'espère te revoir parmi nous très bientôt Ouais. pour de Ça nouvelles marche. aventures et des nouvelles expériences visuelles, notamment sur le film Yes. 4C que j'attends énormément. Donc c'est cool. Moi aussi. T'as un dernier mot peut-être pour les gens? Merci de m'avoir regardé et encourager les animateurs qui bossent dessus, que ce soit les étrangers et les japonais. Tout le monde fait de son meilleur, c'est un travail d'équipe, ça ne peut pas se faire tout seul, donc il y a besoin d'une bonne communication et un bon engagement de chacun. Donc voilà, et merci d'avoir regardé l'émission Team Manga, et ils font du bon taf et Merci. chaque semaine. Donc voilà, ils sont réguliers, encouragez-les aussi. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup Ken. Merci. Bonne soirée à toi. Ciao ciao. Ciao, bonne soirée. Et voilà, c'était l'intervention de notre Ken international en direct du Japon. Un grand merci à Ken Arto d'avoir donné de son temps, sachant qu'il en a peu, hein, finalement. Voilà, vous savez très bien que les animateurs, ça charbonne très très dur, donc c'est toujours un plaisir de discuter avec lui. Et comme vous l'avez vu, il est toujours très calme, très posé, il rentre toujours dans le détail, il maîtrise vraiment son sujet. Et ça fait hyper plaisir de l'avoir. J'espère qu'il reviendra justement, peut-être, j'espère, pour son prochain gros projet, notamment le film avec 4C sur lequel il travaille, dont on a parlé il y a quelques secondes. On revient du coup avec la team Bitel, Mister Dorian et Kaizoku pour Ça fait 30 minutes qu'on parle pas, on est dans le silence. On se regarde pour droit dans parler les un yeux, petit mon peu, pote. pour nous donner un petit peu notre avis sur le film finalement, parce qu'on l'a pas encore fait. Concrètement, ce film-là, quand vous êtes sorti de la salle, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vais donner la parole à Dorian en premier. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de Demon Slayer, le train de l'infini? Dis-nous tout. Terrible, 2,5 sur 5. Les Parisiens. Non, je veux dire autre chose que c'est une dinguerie, surtout qu'en plus, on l'a vécu dans l'ambiance du Grand Rex. Je sais que certains vous diront, ah machin, j'aime pas, machin, gna. Croyez-moi que moi, par exemple, c'est quelque chose auquel je suis très sensible sur la tâche d'émotion et forcément, c'est encore plus ouf. Du coup, ça augmente l'expérience d'une force pas possible. Comme on l'a dit, allez le voir au ciné. C'est clair qu'après, si vous le regardez en plus sur votre petit écran, il y a des chances que vous aimez moins. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est un chef-d'œuvre de production. Sur tous les domaines. Surtout sur l'animé évidemment et toute la partie sonore, enfin sur la partie animation et la partie sonore évidemment. La gestion d'histoire, c'était parfait pour un film. Je dirais juste comme beaucoup, malheureusement, c'est tard qu'il y a juste au début, je dirais les 30 premières minutes, ça met... Enfin, plutôt le milieu. En vrai, plutôt le milieu. Ouais, le début, plus le tu te dis milieu, pourquoi pas, mais ouais, plutôt le milieu, où ça peut être un peu longuet, mais en vrai, c'est pas horrible, quoi. Ça passe. En fait, c'est surtout quand tu connais le manga, je pense, où il y a une partie que tu attends la partie finale. Sans spoiler, évidemment. Tu attends la partie finale de fou. Mais sinon, Totalement. oui, très très bonne expérience, très bon film. On attend de fou la saison 2. Et voilà, allez le voir. Plutôt d'accord, je pense, même pour Bitel et Kai, je pense qu'on est à peu près d'accord avec ce que Dorian vient de dire. Aucun problème là-dessus. J'ai eu du coup la chance de voir le film 2 fois, par exemple, moi, et les 2 fois j'ai kiffé, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que sur le milieu, il y a un petit ventre mou, un petit moment en termes de rythme, où tu te dis, bon, c'est vrai que ça va peut-être un peu dommage, mais en vrai, ça reste assez minime. C'est nécessaire, sur, en fait. Ouais, t'es obligé de passer par là. En fait. Ah bah à un moment faut calmer hein, parce que putain sinon tu sors lessivé de la salle hein, vraiment. Totalement. Ce qui est marrant aussi entre les 2 visionnages que j'ai eu, bon, outre la KDX, premier visionnage, je sors de la salle, je me dis ok, Rengoku, GOAT, genre GOAT, genre y a personne au-dessus de lui dans le film. Ouais. Et en vrai, avec le deuxième visionnage, je me dis que Tanjiro quand même, Tanjiro aussi dans le film, il est très bon. Notamment, bon, est-ce qu'on spoilerait pas un petit peu maintenant qu'on est entre nous, voilà. À partir de maintenant, on va peut-être un petit peu spoiler, donc
Pour globalement, réellement du film, je pense que c'est un peu nécessaire. On peut parler de ce qui a été fiché dans les trailers, donc on pense aussi au trailer dernier qui a révélé pas mal de trucs. Donc non, mais vous savez qu'on va même passer en spoiler, mais juste avant pour ceux qui veulent nous quitter maintenant, on va faire légèrement un rapide mot concernant le succès mondial qu'a eu le film dans le monde finalement. Premier box-office ever au Japon, devant Chihiro. Voilà, il l'a dépassé, on l'a dit avec Naruto, mais je le répète rapidement. Alors, il l'a dépassé. Dans le monde, en 2020, c'est le film numéro 1 au box-office et ce n'était pas arrivé que ce ne soit pas un film Hollywood depuis moult années. Donc c'est pas genre depuis Your Name ? Non, Your Name n'a jamais été premier box-office mondial. Ah, je croyais que Your Name y avait été. Mais bon. Il a fait un très gros score au Japon et dans le monde aussi. Okay. C'était solide dans le monde aussi. Hein, mais c'est pas les mêmes, encore la même serre. Là, Demon Slayer a passé un gap encore plus loin. C'est de me dire qu'un film qui est une suite d'une série, d'une saison 1, d'un animé, arrive si haut, c'est incroyable. Il est arrivé si haut, pour apporter une petite précision à ce que dit Elias. Le film a tellement eu un succès énorme au Japon qu'actuellement aux États-Unis il n'y a plus une seule impression disponible de Demon Slayer. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Aux US, hein. Tout va bien. Globalement, notre avis sur le film, c'est qu'on a beaucoup aimé et qu'on vous conseille d'aller le voir, mais je pense que vous l'avez quasiment déjà tous vu, hein. On va pas non plus vous apprendre l'avis, mais c'est vrai que c'était excellent. Donc à partir de maintenant, on va spoiler. Si vous n'avez pas vu et vous ne voulez pas vous faire spoiler, vous pouvez quitter la vidéo. Merci de nous avoir suivis. Et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau Team Manga Show. Maintenant, on passe en zone spoiler. Il est vrai que Rengoku, qui meurt à la fin du film, de manière spectaculaire face à un Akaza plus fort que jamais, qui est une des lunes supérieures, la numéro 3 pour être plus précise. Un combat de folie sur la fin, vraiment le combat, c'est là que le film a commencé limite, tu vois, pour moi c'est waouh, c'est ce combat. Mais c'est le coup d'impulsion. Hein. Mais pour revenir justement sur Tanjiro, avant de parler de Rengoku si vous voulez bien, c'est que Tanjiro a été excellent du début à la fin. Notamment moi, il a des scènes mais tellement touchantes, c'est lui qui m'a limite le plus, avec Rengoku bien sûr, le plus fait chialer quoi, parce que quand le mec arrive dans son rêve et qu'il voit toute sa famille vivant, qu'il voit des Zuko bien à la lumière du jour, tu vois. Oh, le petit frère! Oh, le petit frère! Le petit frère qui dit Annie! Qui dit Tanjiro, pourquoi tu restes pas? Pourquoi tu restes pas grand frère et tout? Non, vraiment. Hein. Et la résolution du personnage qui va de l'avant, qui ne rate pas derrière lui, qui se dit je sais que c'est faux, je pourrais céder à la facilité et vivre dans ce monde-là factice et être heureux, mais non, c'est pas ça, tu vois. Et il va de l'avant. J'aurais pas ma famille. En plus. Mais en fait, le truc, c'est que genre, pour moi, ça c'est l'exemple même de l'acceptation du deuil, tu vois. C'est ça, c'est le thème du film. Le deuil, il l'a juste que dans son sang, tu vois. Il sait que c'est terminé. Il sait que c'est pas eux, quoi. Et il y va jusqu'au bout et il tourne le regard parce que, vraiment, quand t'as Lokuta qui hurle, revient, machin et tout, mais j'étais en PLS mental. Hein. Le premier visionnage, parce que moi, du coup, je l'ai vu 2 fois au Grand Rex sur la séance de 15h, puis après avec les membres de Team Manga Show sur la séance de 18h. Wow, les 2 fois, ça m'a limite foutu les larmes, hein, vraiment, hein, c'est terrible. Hein. Mais après, c'est peut-être parce que je suis grand frère aussi, tu vois, donc ça me touche aussi sur ce point-là, tu vois, mais wow, incroyable. Non, mais Tanjiro est excellent du début à la fin, et je vois Jigito qui est dans le chat aussi, les scènes de suicide de Tanjiro, le courage qu'il faut avoir pour se suicider à maintes reprises comme ça, et aussi vite pour pouvoir, parce qu'en gros, il va dans le rêve, quand il suit dans le rêve, il revient à la réalité, il se réveille. Et le démon en face lui fait en boucle sa technique, là, son pouvoir pour le mettre dans le rêve. Et à chaque fois, aussitôt, tu vois, il se ressuscite, on va dire, dans le rêve. Et cette scène-là, je la trouve puissante, mais vraiment puissante. Et on voit dans le manga, très fort. Dans le manga, je me souviens à l'époque, ça m'avait marqué de fou. Ça, pour le coup, je dis wow. Ouais, mais justement, et en plus, c'est là que c'est trop intéressant. Ouais, je suis d'accord avec Kai. Moi, c'est l'inverse. C'est plus l'animé. Moi, c'était plus passé. Inaperçu, comme ça. Inaperçu dans en fait, il y avait très peu de cases au final, je trouve. Dans le manga, et c'est vraiment dans l'animé où j'étais en mode. Là, ça m'a eu. Là, je m'en souviendrai, cette scène, tu vois. C'est parce que c'est vraiment une résolution. Le gars, il était déterminé à rien lâcher enfin. Rien que le fait de faire l'action de se suicider, c'est dur. C'est très dur en vrai. C'est dur. Enfin, je sais pas si. Faut se mettre dans l'état d'esprit. C'est noir de ouf, hein, comme truc, hein, vraiment. Hein,
surtout qu'il le fait la première fois, il sait pas en fait ce que ça va donner. Ça se trouve, il va vraiment se tuer. Non, mais c'est ça, en plus, la première fois qu'il le fait, il se demande vraiment si ça va avoir la même répercussion sur son corps réel. C'est ça qui est ouf en fait. Il fait ça en n'étant même pas au courant des réels effets, quoi. Ouais. Parce qu'il connaît pas les limites du pouvoir sanguinaire du démon. Enfin, ça se trouve son corps était lié avec son rêve, tu vois. Et tu rajoutes à ça, bien sûr, le seiyuu qui fait carrément le café comme d'habitude. Hein. Il gère très bon. Tous les seiyuu de Demon Slayer sont excellents, mais celui de Tenjiro, je trouve qu'il rayonne, mais tout le temps. Genre, il n'y a pas une seule ligne de dialogue où le mec il est pas trop fort, tu vois. Genre, je suis assez d'accord là-dessus. C'est abusé. Et quand il crie, la scène finale, bien sûr, avec quand il crie. Quand il crie à Akaza par rapport à Rengoku, qui dit Rengoku a gagné, c'est lui le plus fort, c'est lui le machin. Merde, t'es un fuyard, un lâche, t'es là, t'es en mode, mais oui. Il pleure. Et t'as la musique derrière, t'as Lisa derrière. Non, c'est trop, c'est terrible, c'est terrible. Ça, en plus, Tanjiro, c'est pas, dans ces situations, c'est pas comme le petit frère qui est en mode, il sait qu'il y a un grand frère pour le protéger, donc il s'en fout. Là, il sait que si le mec, bon, il peut pas faire marche arrière non plus parce qu'il y a le soleil, mais il sait que s'il faisait marche arrière, il serait dans la merde, quoi. Si Akaza s'était retourné, ce qu'il a failli faire, hein. Ouais. Mais pour le coup, moi je pense qu'il faut quand même évoquer aussi un autre GOAT de ce film. C'est Inosuke. Moi je peux pas. Extraordinaire ce perso. Je suis très d'accord avec ça, parce que une des répliques, enfin une des critiques qui revient souvent dans Kimetsu no Yaiba, c'est qu'on dit que les personnages secondaires ils sont pas utiles, ou ils sont énervants, ou ils sont chiants, ou ils sont osef. Alors que le film, il résume très bien pourquoi ces personnages sont là, parce que en fait, la quête de Tanjiro, il peut pas la faire seul. C'est pas possible. Il le remarque. Enfin, on le montre très bien quand il est face au premier démon. Il y a littéralement 15 wagons. Il est seul et psychologiquement, il s'est dit, je peux en faire 3, voire 5 max. Et le démon, il englobe tout le truc. Et après d'ailleurs. Mentalement, et en plus, il doit protéger les personnes qui sont à l'intérieur, battre le démon, protéger sa sœur. Et c'est surtout qu'en plus, au final, il se rend compte qu'il ne peut pas le faire. Parce que juste après, c'est un aveu de l'échec de Tanjiro d'ailleurs. Il le dit, il fait, mais attends, j'ai dit que je pouvais le faire, mais en fait, à aucun moment j'aurais pu le faire, parce qu'il a du mal à couvrir déjà les 2 premiers wagons, tu vois. C'est ça. Il le dit dans le film. C'est ça qui est ouf, c'est qu'il reconnaît lui-même son échec, alors que derrière, tu vas avoir. Après, t'as Rengoku qui arrive et qui dit bon allez, moi je vais faire tout le reste et tu te débrouilles. Toi t'es là en mode bon d'accord, lui il est chiant, c'est bon. Tu fais un wagon, moi je fais ici. Non mais vraiment il est trop fort. Mais vraiment pour le coup, je trouve qu'il y a eu une évolution du personnage de Inosuke sur ce truc-là, enfin dans ce film qui est extraordinaire. Alors Zenitsu pas encore. Hein, on le sait que ce sera après, mais clairement Inosuke pour moi a eu la part belle de ouf dans ce film et montre que c'est un personnage qui est ultra important et fort dans le manga, bien qu'il soit complètement teubé. Ça rattrape un peu ce qui s'est passé au dernier arc qu'on a eu dans l'anime, parce qu'il était vachement en retrait, et là c'est un peu contrebalancé avec Zenitsu qui lui avait une bonne mise en avant dans l'arc des araignées, et Inosuke qui s'est fait rétamer. Donc là c'était bien, ça lui a rendu justice et c'était une bonne chose. Et surtout, voilà, c'est des personnages qui sont là pour faire redescendre la pression à Tanjiro, parce que il en a sur les épaules et la situation elle n'était pas facile, et c'est pour ça qu'ils sont là, ces personnages. La quête de Tanjiro, elle est pas possible seule, de toute façon. C'est une tâche tellement énorme. Enfin, c'est vrai que c'est un peu comme ce que Kenarto a dit juste avant là. C'est quand je lui demande son personnage préféré dans Demon Slayer, il me répond que c'est le trio, enfin quatuor avec Nezuko de héros, parce que ils sont quasiment presque même indissociables finalement dans Demon Slayer. Ils sont tous très complémentaires, et là c'est vrai que Inosuke a une part belle dans le film. On peut quand même également parler de Rengoku, parce que on l'a très vite évoqué au début. Le roi du film, vraiment. Il embrasse tout, littéralement. Je voulais revenir sur Rengoku, et donc du coup son combat contre Akaza qui a été sublimé de fou. On s'y attendait, mais vraiment j'ai été... Ouais, mais là... Il y a des passages en fait qui m'avaient pas marqué plus que ça, notamment la toute dernière phase du combat, quand Rengoku est transpercé justement, qui est avec son sabre. Et moi je me souviens, enfin là je me souvenais pas trop dans le manga, et dans la salle par contre ça m'a fait wow. Justement,
Et tu l'as ressenti, tout le monde a ressenti ça. Ce moment justement où il revoit sa mère et tu vois ce petit moment de silence, tu vois juste les yeux qui se résonnent de Rengoku qui disent je vais crever, autant l'emporter avec moi. Il y a ce message qui passe en 1 seconde à l'écran et tout le monde a compris. Tout le monde a compris, tout le monde gueule et puis là c'est parti et c'est fou. Et puis après il a failli tuer Akaza quoi, donc c'est pour moi le personnage qui porte le film, effectivement, avec Tanjiro, dans le sens où, dès le début, en fait, genre, mais même, oui, certes, dans la seconde partie, évidemment, mais dès le début, tu vois que le mec a une présence, un charisme, il est au-dessus des autres, tu vois, genre, il se voit visuellement direct, ou dans sa façon d'être, dans sa façon de... C'est le shonen boy par excellence, le mec qui est sûr de lui, qui sait ce qu'il veut, le grand frère un peu, tu vois. Tout en ayant son côté très con aussi, hein, parce que... Pour le début, Oumai Ah bien sûr, mais voilà, c'est le shonen boy, c'est les mecs un peu cons mais qui savent quand même. Le mec, tu sens qu'il est un peu teubé aussi sur les bords. Hein, il y a aussi 100%. Et il y a aussi sa part d'obscurité. Enfin, je dis ça, part d'obscurité entre guillemets, genre quand justement la meuf est prête à détruire son cœur spirituel et que d'un coup il se relève alors qu'il est toujours endormi. Incroyable. Ça, c'est un truc de fou. C'est le seul mec qui reste endormi et qui arrive, malgré son instinct de survie, passe au-dessus de tout et il arrive à choper la meuf. Non, franchement, c'est très très fort et surtout son histoire, son flashback avec son père, son frère, sa mère, c'est très très fort en l'espace d'un film et de quelques chapitres dans le manga. On te raconte une histoire et on te fait attacher au personnage très très vite, ce qui est pas gagné finalement dans un film au début, enfin un film comme ça qui est la suite d'une série, le mec on l'a introduit très rapidement à la fin de la saison 1 mais quasiment rien quoi, juste on le voit mais c'est quasiment rien, et là on a un film, et encore parce que le film n'est pas centré que autour de lui, on te raconte une histoire avec son père qui est hyper touchante, sa mère qui arrive un petit peu à la fin quand même, ce qui est un peu dommage, je trouve, elle sort un peu de nulle part à la mère à la fin, mais ça marche. Et parce que et tous les persos sont charismatiques de ouf, hein, par contre. C'est... Moi, en fait, si tu veux, le truc qui m'a le plus marqué, c'est les yeux de la mère. Je sais pas pourquoi, mais j'ai les yeux de la mère en tête qui m'ont transpercé, quoi. Genre, incroyable. Même dans le manga, je trouve ses yeux, son regard, il est vachement mis en avant, je trouve. Et ça, ils l'ont bien catch dans le film. Et ça, c'était 100%. Très bonne chose. Enfin, ça ressortait vachement bien comparé à son design. Donc, ça c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié quand j'ai vu le plan sur sa mère dans la dernière partie du film. J'étais en mode, je me souviens que dans le manga, son visage, voilà, il m'a déjà marqué à ce moment-là, ouais. Et là, ils l'ont bien retranscrit, je trouve. C'est pas juste un copier-coller bête et méchant. La scène avec la mère à la fin, mais ça marche tous les jours de l'année. Ça marche tous les jours. Ah bah oui, gros. Parce que ça touche le thème de la famille, c'est un thème central aussi quand même dans Demon Slayer. Et évidemment que ça marche, c'est trop fort. Non, franchement. Et puis même, quand t'as Rengoku qui te sort juste est-ce que j'ai accompli mon devoir, et que t'as la daronne qui te répond oui, j'en suis fier, je suis fier de toi, gros, t'es là, t'es en mode ne pas pleurer. Enfin, c'est. Je vais pas dire que j'ai lâché une larme parce que on connaissait déjà le dénouement quand tu suivais le manga, tu vois. Mais par exemple, je comprends à 100% toutes les personnes qui ont découvert ce moment avec l'animé qui me disent j'ai lâché une larme, mais je comprends à 100% que tu lâches une larme là-dessus, quoi. Vraiment, il y a aucun problème. Mais Rengoku, c'est le genre de personnage qui a peu de temps d'écran, mais qui en fait sont faits pour avoir un tel impact que tu t'en souviens toute l'œuvre et laisse une trace dans toute l'œuvre en fait. Sans en citer d'autres évidemment parce que ça serait du spoil, mais c'est ce genre de personnage quoi, vraiment. Exactement, mais même le choix de le tuer à la fin de cet arc-là, donc finalement peu de temps après l'avoir vraiment connu, tu vois, et l'avoir découvert, je trouve que, quand même que c'est un choix plutôt cool et osé de l'autrice, et c'est très bien d'avoir fait ça. Parce que en vrai, le personnage derrière n'allait pas, tu vois, autant le tuer maintenant, tu vois, et qu'il reste à ce niveau-là, et que qu'est-ce que tu veux raconter de plus, on va dire, derrière. Moi, c'est un truc qui m'avait un petit peu pas déçu, mais que j'ai trouvé dommage en fait en lisant le manga. C'est que j'aurais quand même aimé l'avoir vu un arc avant. Ouais, je suis d'accord. Un arc avant, tu vois. Ouais. Tu vois, moi, Rengoku, ça. Ce qui lui arrive à la fin, ça m'a pas. Je dis pas que j'en ai pas pleuré, je dis pas que c'est pas triste, c'est juste que ça m'a pas spécialement. Voilà, c'est pas. Touché plus que ça, ouais, je comprends. En fait, c'est une bonne mort. C'est
c'est incroyable, ça apporte énormément à Zenitsu, enfin au trio, ça suit tout le manga, ça y a rien à dire. C'est le point charnière. Hein. C'est le truc twist qui va faire nier ça, c'est juste se voiler la face. Mais juste en termes d'affectif, pour moi, le personnage, il m'a pas plus touché que ça. Mais il y a justement, ça vient après dans le manga où Gotoge, elle a très bien compris ça, je pense. Elle l'a fait avec plein d'autres personnages et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans la suite du manga. On les voit, je peux pas trop dire qui c'est, mais voilà, ça c'est. En fait, Gotoge est très forte pour créer du pathos, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Elle arrive à créer quelque chose de pathétique, alors que tu sais que c'est un type qui est ultra fort, ultra puissant. Rengoku, c'est ça, c'est l'essence même de la puissance, en vrai, quand il pense. Enfin, c'est le pilier de la flamme. Enfin, le feu est considéré comme l'un des éléments les plus puissants du monde, si tu veux. Donc, tu savais que de base, que le mec était trop chaud. Et pourtant, enfin. Quand je dis pathétique, c'est pas forcément dans un mauvais sens, les gars, hein, mais vraiment, ça crée une dimension tellement triste, tellement pathétique que, enfin, sa mort, quand tu le vois mourir, c'est terrible. Enfin, moi, ça me fend le cœur d'y penser vraiment. Hein. Et puis le combat juste avant te met tout vraiment dans la tronche, te montre l'esprit combatif jusqu'au bout de Rengoku, parce que c'est ça aussi qu'il faut retenir de Rengoku, c'est une capacité à toute épreuve. Enfin, vraiment, il donne tout de A à Z, genre vraiment pendant les 30 minutes, vous allez juste bouffer du Rengoku qui va juste se dépasser jusqu'au dernier souffle de sa vie, en fait. C'est ça le truc. Et il est insane pour ça. Surtout que tu parlais de puissance, sans spoiler le manga évidemment, par la suite on se rend compte vraiment d'à quel point il était puissant en fait. Ouais. Sur le coup, tu peux te dire ouais c'est peut-être le niveau des piliers, mais en fait tu te rends compte à quel point il était vraiment puissant en fait par la suite. Ça c'est clair. Bon, en tout cas, moi j'ai pas été déçu du personnage, enfin en termes. Moi en fait quand Gotoge nous a introduit les souffles, enfin les différents éléments, j'étais en mode qu'est-ce que j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec le feu. Moi, de toute façon, Pokémon, c'est élément feu. Je suis un bandeur de l'élément feu. Tu peux pas. On l'est tous au fond. D'électricité ou autre chose. Moi, c'est le feu. On l'est tous. On l'est toujours. On aime toujours le feu un peu plus que. Quand j'ai vu Rengoku et ses souffles de la flamme et tout, j'étais. Merci. Mais en animé, surtout dans le film, c'est l'estampe, mais c'est magnifique. Mais c'est tellement, c'est monstrueux ce qu'ils ont fait sur la flamme. La dernière attaque, l'aspect visuel, il est incroyable. La tornade de flamme, c'est trop. Et voilà, j'aimerais aussi revenir sur un autre personnage qui est pour moi un de mes personnages préférés de tout Kimetsu no Yaiba, c'est Akaza. Bien sûr. Je suis désolé, mais il éclipse totalement le premier démon qui. Est-ce que vous vous souvenez encore de son nom? Non. Non. Qui est cet homme? Je vous le dis, il s'appelle Enmu, ils l'ont prononcé une fois dans le film. Voilà. Mais Akaza, c'est celui qui apporte justement. À partir du moment où il arrive, c'est là. Changement d'ambiance. C'est ce qui apporte tout ce qui arrive avec Rengoku. Et il apporte une vraie tension. Il pose un vrai questionnement à Rengoku, genre un vrai dilemme, il est là et Rengoku il reste impassible. C'est insane. Ça. Et surtout un style de combat qui change du corps à corps contre un corps puissant qui fait voler ses coups contre un épéiste. Que demandait le peuple en plus? Et là c'est selon moi là où il y a les meilleures séquences. C'est les meilleurs Sakuga, il y a même pas de débat. Enfin c'est extraordinaire. Surtout comme on l'a dit. Vas-y. Non, j'allais dire surtout que, comme on a dit, en plus, si vous avez eu la chance de pas vous faire spoiler ou de pas lire le manga, j'imagine pas la sensation de fou quand vous allez voir le film, vous dites, ok, le méchant est battu, bon, c'est un peu facile, et là, autre méchant qui arrive. Supérieur 3ème. Ah, mais mec, extraordinaire. Son arrivée, son OST, les gars. Non, mais les OST, faut en parler du film. Ouais. Non, mais justement, c'était le prochain point que je voulais aborder. Vas-y. C'est la puissance des musiques, toutes les scènes. Évidemment, on connaît la musique qui a fait le succès du tome 19 avec les animations ou autres. Elle revient sur les meilleurs moments, sur tous les petits moments un peu qui te serrent le cœur. Elle est là et tu sais, et vraiment moi c'est ça qui me fait, je pense que c'est ça qui me fait le plus chialer au final, plutôt que les images, c'est vraiment les OST quoi. La musique, tu ressens mais tellement de puissance, tellement de chagrin, et puis même le moment où juste t'entends le souffle
le moment où ça sort son sabre, juste ça, tout est extraordinairement bien travaillé. Ça, c'était l'une des très grandes Force de la saison. Force de la saison 1. Mais putain, gros, sur le film, c'est même plus une force, là. Ils l'ont sublimé, alors que déjà, sur la saison 1, c'était incroyable. Ouais, et pour le film, en fait, ils ont été très, très malins, parce qu'il y a très peu de nouveaux titres. Il y en a très peu, mais il y a beaucoup de reprises. Et des reprises des OST qu'on a de la saison 1. Notamment l'OST de l'épisode 19, qui a été reprise et mis à 2 à 3 reprises. 3 reprises, je crois. Ouais, je crois en plus, ouais. En une beaucoup plus lente et beaucoup plus douce pour le passé de Tanjiro, il me semble. Ouais, c'est ça. Une vers le milieu du film et une au discours de Tanjiro. Et ça a été très malin. Il y a plein de reprises comme ça, mais très discrètes et très... Ouais, mais juste agréable de ouf. C'est vrai que niveau de la bande son, c'est hyper bien géré. On va quand même s'arrêter là pour en tout cas pour notre avis sur le film. Je voulais juste finir sur un truc en disant. Ok, rapidement, s'il te plaît. C'est OST justement de l'épisode 19 qui a été reprise. Non, mais je veux dire, c'est OST de l'épisode 19 qui a été reprise. Je pense que ça a vocation à devenir le thème principal de la série, je pense. Bah, c'est déjà le cas, hein. C'est littéralement le cas pour moi. Elle porte le nom du héros. Voilà, terminé. Je vois pas de quoi dire de plus. Voilà, en gros, je pense que vous avez compris, le film, on l'a vraiment bien aimé, et on vous conseille évidemment d'aller le voir si c'est pas le cas, mais je pense que si vous êtes encore là, c'est que vous l'avez déjà vu. J'aimerais revenir aussi rapidement sur du coup Demon Slayer, maintenant, aujourd'hui en France, comment ça se passe? Et c'est tout simplement un succès monstrueux. On a les chiffres que Panini a annoncé pour le film également à l'occasion du film. 2 millions d'exemplaires vendus depuis la parution du tome 1 en septembre 2019, plus d'1 million d'exemplaires vendus en 2020, soit un tome toutes les 30 secondes. Le tome 1 est le troisième meilleure vente de manga en 2020, et vente du tome 1 x3 par rapport à 2020. Donc ça ne fait que augmenter, c'est un phénomène. Et ça permet à Panini de nous sortir pas mal d'autres petites dingueries. Donc merci. Très belle rédemption pour Panini. Vraiment. Merci je le souligne fort. Ouais, ils ont été très forts. RIP les rôdeurs de la nuit. Merci. Mais Demon Slayer. RIP les rôdeurs de la nuit et vive Demon Slayer. Vive Panini. Demon Slayer est revenu de très loin en France, et ça fait extrêmement plaisir. Rapidement aussi pour terminer, on va zapper les recommandations, bien sûr, mais comme d'habitude, vous avez l'habitude ici maintenant, mais l'avenir de Demon Slayer maintenant, on sait qu'il y a la saison 2 qui arrive, du coup, les grosses rumeurs, mais ça... Grosses rumeurs, ouais. Pour octobre 2021, donc fin d'année. C'est même plus... c'est quasiment... Voilà, c'est dans 4 mois, les gars. Ça arrive. On a eu chaud quand même pour le film. Fouf. Là, c'est dans un mois, c'est été 2021, les gars. On a eu chaud. Le Blu-ray arrive aussi. Le Blu-ray arrive du film arrive en juillet au Japon, donc incessamment sous peu. Donc la saison 2 arrive. Bien sûr, ça va être un succès, et je n'en doute pas une seule. L'arc de la maison close. L'arc du quartier rouge, mon Red Light District, mon arc préféré. Donc, il est quand même vénère. Hein. 12 ou 24 loin épisodes. Mon arc préféré. 24. 24, ça sera 24 à mon avis. C'est impossible. Impossible que ce soit en plus. Il y aura du coup aussi potentiellement l'arc du village. Tout à fait. Ouais, des forgerons, c'est ça. C'est très probablement ça. Ça, c'est mon arc préféré. Pour moi, c'est très probablement arc maison close plus village forgeron. Je pense. Sûr. Avec Tengen Uzui, qui est un des personnages très appréciés de la communauté, donc moi j'ai très hâte. C'est un de mes persos préférés. C'est un truc de ouf. Mais... Perso, je mets une pièce. La fin sera en film. Quand je repense à l'arc final, je me dis ça peut être ça. Ça va être ça même. L'arc final, il est très long. Ouais, mais long parce que c'est étiré, parce que le combat est étiré, donc c'est un peu aussi ça qui fait qu'il est long. Il est quand même vachement plus long que l'arc de Rengoku. Je crois que c'est l'arc le plus long du manga, l'arc final, il me semble. Mais c'est officiel que le film sera les premiers épisodes de la saison ? De quoi ? Parce que j'ai vu plusieurs fois dans le chat que comme quoi le film serait les premiers épisodes de la saison, mais c'est officiel ça ? Non, j'ai jamais vu comme ça. Non. Parce qu'on a jamais, j'ai jamais eu une écho là-dessus. Mais de toute façon, en fait, ça se ressent dans le film que c'est coupé toutes les 20 minutes en fait. Oui, quand même, oui. Ça se sent qu'il y a. Enfin, moi, je sais pas si vous avez remarqué dans le film, mais si jamais vous allez le revoir, mais essayez de voir toutes les 20 minutes, vous allez voir une coupure.
Et ensuite, ça reprend avec une autre scène. Et ensuite, ça reste pendant 20 minutes sur. Ok. Mais intéressant. Ok. Et du coup, au-delà de la saison 2, quel futur vous voyez, peut-être même en termes de... Est-ce que le manga peut reprendre une suite, un spin-off, enfin des spin-offs même? Il y a énormément de spin-offs, déjà les spin-offs de Rengoku, mec. Oui, spin-off, ouais. moi, oui, je vois plus des spin-offs qu'une suite. Moi, je vois plus des spin-offs sur allez, chacun des piliers à la limite, Ouais, tu vois. Mais... chacun des piliers, déjà, juste chacun des piliers, hein. Aucun problème. Hein. T'as déjà matière à faire avec eux. Hein. Ouais. Tu peux en faire plusieurs de suite sur plusieurs mêmes piliers. Et par contre, voilà, c'est ça. Et je pense que derrière, typiquement, tu peux adapter en OAV chaque histoire faite sur les piliers, tu vois. Mais là, gros, là, c'est infini. Hein. Mais moi, je veux absolument le préquel sur Rengoku. Hein. Il n'y a même pas de débat. Hein. L'histoire avec le daron, tout ça, moi, je la veux. Hein. C'est sûr et certain, vraiment. C'est un truc que je veux absolument. Donc voilà, je pense quand même que Demon Slayer, on en a pour encore longtemps, mine de rien. Ouais. On dit, souvent, on dit, ben voilà, le manga est terminé, donc ça, le succès va vite s'estomper. En vrai, ouais, voilà, minimum. Ouais, encore. Franchement, s'il tire pas encore sur la corde un petit peu en rajoutant des petits trucs à droite à gauche, mais oui, bien sûr, voilà, ne vous inquiétez pas, du Demon Slayer, vous allez en bouffer encore pendant quelques temps. Non, mais c'est juste, ça me fait penser aux gens qui étaient, oui, mais non, ça va être éphémère. Enfin, c'est éphémère depuis 1 an et demi, frérot. Enfin, genre, à un moment, faut. Voilà, faut quand même arrêter de dire n'importe quoi, tu vois. Genre... Éphémère, le manga, il continue encore à vendre alors qu'il vend plus de tomes, en fait. Enfin, il ne sort plus de tomes. Il est encore dans le top. Il est constamment, en fait, depuis l'animé, jusqu'à aujourd'hui, il est encore dans le top 10 Oricon chaque semaine. Et même top 5, très généralement, c'est plus top 5 que top 10. Ça fait presque 1 an qu'il n'y a plus de tomes qui sortent. Donc, on se rend pas compte. Ça fait 1 an qu'il n'y a pas de tomes. Quoique, attends. Non, pas encore 1 an. À part peut-être les artbooks. Non, je confondais avec la prépublication. En tout cas, voilà, Demon Slayer, c'est un phénomène incroyable et j'ai hâte de voir. Il y a Jujutsu Kaisen qui est en train de réitérer un petit peu le truc. J'ai hâte de voir aussi ce qui va suivre derrière, est-ce qu'il y a un nouveau manga qui va pouvoir atteindre ces sommets-là. Ouais, Blue Box. Pourquoi pas X Family, les gars. Pourquoi pas ouais, peut-être en vrai, peut-être. Hein. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que Demon Slayer, on attend de voir la saison 2 impatiemment, on en reparlera quand ça sortira, bien sûr. Le film, on vous conseille d'aller le voir et d'aller le revoir. Moi, je pense que je vais me faire kiffer, je vais aller le revoir une 3e fois, je sais pas quand, voilà, dès que j'ai l'occasion. Oubliez pas aussi qu'il y a pas mal d'autres films d'animation qui sortent en parallèle, il n'y a pas que Demon Slayer, hein, on le dit pas assez, mais il y a le film Ongaku qui est sorti chez Rozoom, il y a eu Violet Evergarden aussi en même temps. Ce mercredi, il y a le film Détective Conan, je pense qu'on en reparlera la semaine prochaine, très certainement dans le TM Show. Donc foncez, le cinéma réouvre et il y a des films d'animation trop cool. Evangelion je vous en supplie, donnez-moi Evangelion. C'est vrai. On espère, mais voilà, pour l'instant, on ne peut qu'attendre